Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre émission Actu en débat. Actu en débat qui se propose chaque semaine de vous faire un tour d'horizon de l'actualité. Pour cette émission, nous allons parler de deux sujets principaux. Le premier est relatif à la dissolution des partis politiques. Depuis, cela fait quelques jours que les procédures ont démarré au niveau des tribunaux. Et le deuxième sujet est relatif à la tension actuellement entre Bamako et Alger, surtout avec les récentes déclarations des autorités maliennes répondant à l'Algérie qu'elles ne sont ni preneurs ni demandeurs d'un quelconque dialogue ou négociation avec les groupes armés. Pour débattre de ces sujets avec moi sur ce plateau, je reçois deux éminents journalistes. À ma droite, vous avez Monsieur Bourema Soulo, qui n'est pas présenté, qui n'est pas à sa première participation dans cette émission avec nous. Monsieur Soulo, bonsoir. Bonsoir, Masseri. Et une star de la presse. Le patron de Bourema Voilà, Soulo. voilà. Un Kourechi Sissé, voilà. Sissé de l'hebdomadaire Mali Tribune. Bi-hebdomadaire Mali Tribune. Voilà. Merci. Monsieur Sissé, bonsoir et merci d'avoir accepté notre Merci, c'est invitation. un honneur. Monsieur Sissé, vous gardez la parole. Merci. Que pensez-vous de la procédure judiciaire qui a été déclenchée après la dissolution des partis politiques? Bon, merci, Monsieur Massiré. Et malheureusement, vous m'invitez avec mon bon petit et qui va rendre un peu difficile le débat. C'est-à-dire, quand moi j'ai vu la procédure enclenchée par le pôle des avocats des anciens partis, des partis dissous et des anciens présidents des partis dissous, et on voit, moi directement, j'ai même appelé ça une toile d'araignée judiciaire, une toile d'araignée, puisque c'est comme un pêcheur quand il vient avec son filet et qu'il jette son filet qui s'ouvre grandement pour ramasser et voilà tous les poissons qui tomberont malheureusement dans ce filet. Donc c'est une toile d'araignée juridique et judiciaire qui a été lancée. Par exemple, on voit que presque toutes les grandes instances de Bamako ont été saisies, excepté une, si je ne me trompe pas. Ensuite, on voit que la Cour suprême est saisie pour tout ce qui est du judiciaire, c'est-à-dire tout ce qui est de procédure entre un individu, un État ou bien des individus. Et on voit aussi qu'il y a la Cour politique aussi qui est saisie, et peut-être que nous, on pense que ça va finir vers là-bas, qui est la Cour constitutionnelle. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont laissé aucun échappatoire. Okay. Et quand on lit quand même aussi les arguments, comment dirais-je, les avis avancés par le pôle d'avocats, c'est-à-dire, ils ont plus d'arguments, puisqu'ils ont tout une panoplie de codes, de dispositions, d'arsenal juridique en leur faveur, de la Constitution, à partir de la Constitution vers les procédures et tout ce qui est des droits humains. Et le Mali ne fait pas exception. On est dans un contour d'état de droit, un état où les différents pouvoirs respectent certaines dispositions juridiques et judiciaires. Donc, c'est une première. Je pense si ce n'est pas une première, même en Afrique, il n'y a pas d'échappatoire. On doit dire les droits, comme la question suivante va venir, on doit dire les droits et toutes les juridictions sont saisies. Peut-être que ça va se vider au fur et à mesure. On va quitter les instances pour aller vers la Cour d'appel. Après, la Cour suprême va aussi donner ses avis. Mais au final, je pense que nous irons vers la Cour constitutionnelle. Et on a vu des cas politiques ici qui s'est passé au Sénégal où la Cour constitutionnelle a tranché d'une manière vraiment qui reste dans le souvenir des cours de droit dans les jours à venir. Et le Mali aussi, il faut savoir qu'on est à une période où rien n'échappe. Le numérique est là. Et les choses sont, il y a ce qu'on appelle le VAR et il y a ce qu'on appelle la grande mémoire. Okay? Donc, les gens jugeront. Et je pense que ce qui est aussi souhaitable, c'est qu'on aille vite à la fin de ces procédures-là pour qu'on puisse, puisque c'est le droit. Il ne faut pas qu'on se leurre. Le monde a un seul but et un seul passoire. Pour moi, le but est économique et le passoire est juridique. En tout ce qui concerne la gestion d'État. Okay. Monsieur Soulo, est-ce que vous êtes du même avis?
Est-ce que, selon vous, vraiment, le droit sera dit? Bon, en tout cas, donner aussi le caractère peut-être inédit de cette saisine. Bon, on sait quand même que, comme il a dit, c'était une toile d'araignée juridique qui a été déclenchée, mais que déjà, d'ores et déjà, il y a parmi les 6, déjà les 5 se sont déclarés incompétents à juger cette affaire, et seul un tribunal qui a quand même, en quelque sorte, ouvert les procédures. Et ce tribunal, nous l'espérons bien, et les Maliens aussi fondent beaucoup d'espoir sur ce tribunal, pour que peut-être le droit soit dit aux Maliens. Parce que, comme Crochet l'a dit, quand même le pool d'avocats des anciens qui sont aussi des anciens leaders des anciens partis politiques, qui savent, qui connaissent tout ce qui est dans la Constitution, tout ce qui est dans la charte même, et tout ce qui est dans le code et les procédures, le code pénal et le code de procédure pénale. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, nous sommes suspendus au courage de peut-être quelques juges ou un seul juge, je ne sais pas, qui compose ce tribunal. Mais quand même, le contentieux de l'État a demandé quand même que le tribunal se déclare incompétent comme les autres tribunaux. Mais nonobstant cette requête, je crois que les juges qui animent ce cours-là, cette juridiction, vont quand même donner la suite quand même aux Maliens pour dire est-ce qu'un président soit élu qu'il soit, est-ce qu'un président peut dissoudre un parti politique? Et en la matière, c'est très bien défini. Est-ce que c'est le rôle d'un président de dissoudre un parti politique, même si ça émane de la population? Donc, si ça émane de la population, c'est cette même population qui a voté la Constitution, qui garantit le multipartisme, qui garantit la démocratie, qui garantit la séparation des pouvoirs. C'est pas au président quand même de dissoudre dans ces textes-là. Ce n'est pas le rôle du président, le pouvoir du président de dissoudre un parti politique. C'est le tribunal de le faire. Donc, si les juges, sans être politiques, restent dans leur milieu juridictionnel pour dire la loi, je crois que les anciens partis politiques peut-être auront une lueur d'espoir, ne serait-ce que fine, mais quand même qu'on peut, même nous, le reste de la population va dire peut-être qu'il y a espoir en la justice, parce qu'il faut le dire, hein, la justice malienne, c'est quand même l'un des grands corps malades du pays. Et les autres corporations aussi sont malades, mais la juridiction, quand c'est comme le nez et les yeux, quand un problème touche le nez, les yeux coulent. Donc c'est en quelque sorte comme ça. Donc il faut que cette juridiction nous prouve que vraiment il y a séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le juridique, et que le droit qui sera dit et non l'injonction qui sera respectée. Ok, Monsieur Cissé, selon vous, la justice tranchera-t-elle cette affaire? D'autant que nous avons vu par le passé le cas du parti Sadi, dont la procédure, je crois, de dissolution a échoué parce que les juges se sont opposés. Est-ce qu'on peut s'imaginer un tel scénario avec ce qui est en train de se dessiner? Bon, je crois que oui, mais moi je ne vois pas ça sur les cours purement judiciaires et civiles, c'est-à-dire au niveau des grandes instances, de la Cour d'appel ou bien de la Cour suprême. C'est pas de là-bas que franchement moi je m'attends. Moi je pense que c'est à la Cour politique, puisque l'acte qui a été posé, ça a été posé par le pouvoir exécutif. Et c'est-à-dire, il y a un conflit de pouvoir où est-ce que le pouvoir exécutif ne s'est pas initié dans les actes que devrait prendre le pouvoir judiciaire. C'est-à-dire, est-ce que aussi il y a procédure d'aller à une dissolution collective comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, et quelles sont les prérogatives, quels sont les appuis juridiques pour faire cela? Est-ce que c'est normal? Et je pense qu'on a une Cour constitutionnelle qui est là pour
juger les actes et la constitutionnalité des actes. C'est-à-dire qu'on a une constitution, on a une loi fondamentale et les actes politiques sont posés. Donc, on a une cour aussi qui est là, qu'on peut saisir pour voir ce qui a été posé, est-ce que c'est conforme à la Constitution? Est-ce que c'est constitutionnel? Et la Cour, en toute prérogative, en toute habilité, peut sanctionner et doit sanctionner. Donc, sur ce point, moi, je pense que le droit sera dit. Okay. Le droit sera dit, mais dans quel sens? Est-ce que nos juges constitutionnels vont faire comme le Sénégal? Puisqu'on a vu quand au Sénégal, le président Macky Sall a essayé de reporter les élections d'une certaine manière, la Cour constitutionnelle s'est mis en bloc, s'est mis en bloc constitutionnel pour dire que tu n'as pas cette prérogative, tu ne peux pas, et de fixer les actes. Bon, même tout récemment, il y a eu le cas de Sonko aussi, de Sonko, lorsqu'il voulait faire, lorsqu'il voulait faire appel, annuler sa condamnation. Voilà, annuler sa condamnation. Là, on a vu aussi la justice trancher. Voilà, donc voilà. Mais par exemple, c'est une question. Là, moi, je crois qu'on va aller à une question d'homme, de personnalité et de culture juridique. Est-ce que le Mali sera à la hauteur de dire les droits, puisque il faut pas qu'on se laisse à un valo comment dirais-je, à un groupe de personnes de faire ce qu'ils pensent bon pour eux-mêmes, ou bien c'est-à-dire à des décisions, puisque quand on va dire que ça émane du peuple, or le peuple s'exprime en un référendum. Le peuple ne peut pas s'exprimer juridiquement en des assises. Ce n'est pas reconnu. Il n'y a aucune disposition juridique ou judiciaire qui prévoit que les assises ont des recommandations qui peuvent aller contre la Constitution, qui peuvent aller contre des dispositions législatives. Et ça, ce n'est pas prévu. Nous, on n'a pas prévu. Nos dispositions n'ont pas prévu cela. Si le peuple doit s'exprimer, que le peuple s'exprime en référendum. Ok? Donc, s'il y a lieu, comme la Constitution, c'est elle qui prévoit, comme le dit le confrère, le multipartisme, l'exercice par élection et par mandat. Donc, moi, je pense qu'on a le droit de poser les choses qu'on veut aujourd'hui, que les gens veulent aujourd'hui majoritairement, de les mettre dans une nouvelle constitution et de poser ça en référendum. Si le peuple vote, il n'y a aucun problème. Mais tant que, puisque si on se donne le droit de violer jusqu'à des niveaux constitutionnels, on crée beaucoup de brèches, on fait tomber beaucoup de murs. Et c'est ce que Ibeka a fait. Et on a vu les conséquences. Et si nous aussi, si aujourd'hui on a un régime aujourd'hui qui a quand même arrive à se donner une certaine légitimité populaire, mais il faut pas se dire que cette légitimité populaire doit te donner tout droit jusqu'à violer toutes les légalités. Mais maintenant, la balle, je suis sûr que dans le futur, la balle va être dans le camp de la Cour constitutionnelle et ce sera à elle de s'assumer devant l'histoire. Puisque le procès qui se tient aujourd'hui, c'est un procès politique devant l'histoire. C'est un procès politique de cours de toutes nos erreurs qu'on a eu à faire. Tous les problèmes du Mali, tous nos problèmes en Afrique, c'est que on a donné trop de pouvoir au président et le président a donné trop de pouvoir à l'exécutif. Les deux autres pouvoirs, qui sont le législatif, qui doivent voter les lois, faire adopter les lois, ainsi de suite, et le judiciaire qui doit trancher quand il y a conflit de loi. Et il y a eu immixtion, il y a eu chacun. L'exécutif s'est donné trop de marge de terrain jusqu'à jouer sur leurs prérogatives. Donc, moi, je pense qu'on a des leçons à tirer. Souvent, en tranchant un seul acte, on donne un bon cheminement vers l'avenir et de l'histoire. Je sais, on est un procès politique, mais c'est un procès de l'histoire. Les juges constitutionnels, ils seront face à l'histoire et peut-être qu'eux, ils vont juger, mais c'est l'histoire qui va les juger. D'accord. Quelque chose à ajouter? Bon, moi, je ne crois pas que la Cour constitutionnelle partira en contre-courant de ce que l'exécutif lui dicte. Bon, je suis très, parce que jusqu'ici, on n'a pas vu cette Cour prendre. On sait que ce sont des sages, on le dit théoriquement, ce sont des sages, mais jusqu'à présent, dans le cas pratique, on n'a pas vu que cette Cour s'est démarquée de l'exécutif. C'est quand même comme c'est l'occasion pour elle de montrer aux Maliens qu'elle a parce que beaucoup de Maliens aujourd'hui, quand on fait un référendum sur la nécessité, sur l'utilité même de cette cour, beaucoup vous diront que non, cette cour n'a même pas de sens parce que on ne voit pas vraiment des élections, ne serait-ce que frauduleuses ou autres là, c'est pas parce que tout le problème aujourd'hui dans lequel nous sommes, en grande partie, cette cour est responsable. Donc, je ne vois pas, moi, quand on me demande un citoyen lambda, est-ce que
j'attends quelque chose de cette cour. Moi, je dirais non. Mais comme Koresh l'a dit, l'histoire nous le dira. On est suspendu à leur décision. En tout cas, comme vous l'avez si bien dit, l'avenir nous en dira beaucoup plus. Et on espère que d'ici la fin du mois, je pense que on aura une vision assez claire sur la suite de la procédure. Monsieur Soulo, vous gardez la parole. Nous allons évoquer notre deuxième sujet, c'est par rapport à la tension qu'on n'arrive plus à contrôler entre Bamako et Alger. Vous avez vu la dernière réaction des autorités maliennes qui ont répondu dans une sorte de réponse du berger à la bergère, indiquant à l'Algérie qu'elles ne sont ni demandeurs ni preneurs d'un dialogue ou d'une quelconque négociation avec les groupes armés. En tant que présidente actuellement, en tant que présidente en exercice du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, comment vous voyez la suite de cette tension? Est-ce qu'on arrivera à une sorte d'accalmie ou la tension continuera à monter crescendo? Bon, je crois que même le principe du bon voisinage voudrait quand même que même s'il y a des tensions entre deux voisins, qu'il y ait quand même un moment de répit. Et aujourd'hui, parce que nous sommes en tension avec l'Algérie depuis quand même bientôt 3-4 années, et on ne voit vraiment pas ce que ça a donné comme résultat sur le terrain. Donc, si on a pris ça comme une stratégie militaire ou diplomatique pour combattre le terrorisme, le mal qui gangrène notre pays, je crois que ça n'a pas, en tout cas, donné, à mon point de vue, un résultat escompté sur le terrain. Et est-ce qu'il ne faudrait pas changer cette stratégie pour aller, parce que la frontière entre le Mali et l'Algérie, c'est quand même l'une des frontières la plus longue qui sépare deux pays dans le monde. Donc, ce qui veut dire que que les deux gouvernements veuillent ou pas, ils doivent quand même à un moment s'asseoir sur la table de négociation et discuter. Même le roi du Maroc, Maroc et Algérie, tout le monde connaît l'histoire. Le roi du Maroc, tout dernièrement, a fait une sortie dans laquelle il appelle un dialogue franc et constructif avec l'Algérie. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on ne va pas changer le fusil d'épaule ou même des stratégies pour aller vers un bon voisinage. C'est-à-dire que aller vers... Parce qu'aujourd'hui, on est embarqué dans une histoire de... C'est vrai, l'AIS, c'est une bonne initiative, c'est une bonne une bonne organisation qui peut peut-être apporter beaucoup de choses, mais se laisser aller dans cette dynamique pour ne rien voir de côté, moi je crois que c'est vraiment pas, parce que même dans l'AIS, tous les autres pays défendent leurs intérêts vis-à-vis même de l'organisation. Mais moi, je crois que le Mali est vraiment très, très à fond, plus que les autres dans cette histoire de l'AIS. Donc, ce qui nous fait que souvent, on ferme les yeux sur certains points ou certains sujets qu'on peut débloquer autrement que par la force ou par le cœur. Parce que quand on met trop le cœur en avant, je crois que en gouvernance, c'est vraiment pas quelque chose qui donne beaucoup plus de résultats. Donc aujourd'hui, nos autorités, au lieu de dire on n'est pas demandeur, on n'est pas preneur, je crois que on est preneur si la prise va nous amener la paix, la prise va nous amener la sécurité. Si vraiment c'est ça qu'on cherche, je crois que ça peut, si l'Algérie peut contribuer autrement, parce que je crois que l'Algérie a appris beaucoup de leçons venant du Mali, que le Mali ne se laissera pas faire désormais, le Mali ne se laissera pas dicter. Donc, aller sur cette base de position de force, parce qu'aujourd'hui, je crois que le Mali est en position de force par rapport à cette question du Nord, à cette question du terrorisme au Mali. Donc,
profiter de cette position de force pour aller négocier, pour aller réfléchir un pays voisin, je crois que ça ne fera pas vraiment du mal, ça ne fera pas du mal au Mali. Donc le Mali de vraiment bien ficeler ce dont il a besoin pour aller vers un bon voisinage et pour aller mettre fin à cette souffrance qu'endurent les populations maliennes en général, mais celles des régions frontalières de l'Algérie en particulier. Ok, Monsieur Cissé, est-ce que vous partagez le même avis? Aucun sacrifice n'est de trop, si on comprend la logique de Soulo. Bon, c'est vrai. Peut-être c'est mon avis. Pour retrouver voilà, c'est la sérénité, la paix et la quiétude. Ouais, je suis d'accord avec lui. Surtout, il faut le dire clairement que l'Algérie est un pays incontournable dans le Sahel. C'est-à-dire, l'une les erreurs de la France, ça a été d'avoir essayé d'écarter l'Algérie dans la gestion du Sahel et en remplaçant l'Algérie par le Tchad. Mais on a dit que ça n'a pas donné fruit. Et donc, est-ce que nous aussi, on n'est pas en train de commettre la même erreur? Mais nous restons dans la dynamique gouvernementale, puisque c'est une question très sensible, très cruciale. On est à une période de guerre, et on est à une période de guerre, même si souvent on n'est pas très d'accord, ce n'est pas un peu le moment de discuter certains sujets surtout sur la place publique, puisque ça peut entraîner des questions de démoralisation et c'est sur lesquelles il faut vraiment faire attention. Donc souvent, le soutien ou bien de rester dans la dynamique, on le fait pour les hommes qui sont sur le front. Surtout moi, ce qui s'est passé, c'est que la négociation, ce que veut l'Algérie, prendre les maillets de négociation entre le Mali et les groupes, voilà. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? On en est très loin. La distance, le pont, l'écart, le fossé est désormais terroriste. Ce n'est plus des groupes armés. Le fossé c'est-à-dire la qualification gouvernementale, la qualification du gouvernement malien sur ces groupes armés, ex-rebelles, c'est désormais terroriste. Et on sait que quand un gouvernement qualifie des terroristes, donc ça a des conséquences juridiques. C'est-à-dire, oui, ça a des conséquences juridiques. Quand on prend quand on parle de groupes armés, quand on prend un rebelle sur le terrain lors de la guerre, on le juge pas, on le prend. Après la guerre, on le libère. Quand il y a négociation ou bien quand il y a échange de prisonniers. Voilà, il y a beaucoup de trucs et c'est des prisonniers. Mais quand on prend quand c'est du terrorisme, on le prend et puis on le juge et on le condamne. Ok, donc ça n'a pas les mêmes portées. Et terroriste, c'est-à-dire qualification terroriste, c'est une qualification extrême. Ça veut dire que le fossé est désormais très grand. Donc ce n'est pas du jour au lendemain que ce même gouvernement peut dire oui à une négociation. Et on sait que les négociations, les trucs, malheureusement aussi, Tebboune, le président algérien, le dit lors d'une interview sur la place publique. Et le gouvernement malien aussi répond lors d'une interview sur la place publique. C'est malheureux qu'aujourd'hui, c'est désormais comme ça, actent nos différents gouvernements, des choses qui avaient des canaux où c'était les services de renseignement qui s'échangent, qui essayent de voir des opportunités, qui essayent de voir, de négocier et après ça remonte et après les éléments de langage politique essayent de changer puisque tant que le Mali continue de qualifier ses anciens ex-groupes rebelles qualifiés aujourd'hui par l'État malien de terroristes, tant que ce qualificatif n'a pas changé, la porte de négociation est close. Et malheureusement aussi, ces groupes armés, quand on voit quelques porte-paroles qui sont actifs sur les réseaux sociaux, ils qualifient aussi l'armée malienne de terroristes. Donc, un combat entre deux groupes qui sont, chacun est à l'extrême, c'est deux lignes parallèles. Donc, moi, je ne crois pas tout de suite, les deux extrêmes. C'est les deux extrêmes, quoi. Donc, moi, je ne crois pas tout de suite à une possibilité de négociation. Et même si ça doit venir, bon, il faut pas aussi oublier que c'est le premier ministre qui a parlé. C'est certes, c'est une voix officielle, mais il y a, au-delà du premier ministre, il y a le président qui est là, qui a le dernier mot. Et le président, il est influencé par des dynamiques, par des conseillers, par des changements. Est-ce que peut-être un jour, mais si ça doit venir, moi je pense que on en est un peu très loin, ça doit être travaillé, ça doit être travaillé à l'interne et il faut que nos deux États, moi je pense qu'il faut arrêter les pique-bancs médiatiques. Il ne faut pas qu'on sorte, il y a des canaux, il y a les services de renseignement qui sont là, il y a les voies diplomatiques qui sont là. Donc moi je pense qu'il faut travailler par ces trucs-là et puis faire des propositions. Mais sortir dire en tant que comme un roi,
Moi, je suis Tebboune, algérien, c'est moi qui paie tout. Donc, faut que le Mali accepte la négociation. C'est un pays qui a lancé une grande dynamique de souveraineté et des réparages. Je pense que c'est automatique de dire non. Donc, le premier ministre, il est dans sa dynamique politique de répondre non pour ne pas, c'est-à-dire, briser l'espoir qu'ils ont fait naître en créant l'AES, briser l'espoir qu'ils ont fait naître en promouvoir, en promettant les questions de souveraineté, en mettant en avant l'indépendance, les souverainetés, entre autres. Moi, je pense que les lignes, elles sont pour le moment parallèles et peut-être que les dynamiques vont changer, on ne sait pas. Donc voilà, juste que moi, ce que je voudrais vraiment, c'est que c'est une opportunité en fait, quand même, de prendre, parce qu'on est en position de force. L'Algérie même connaît que le Mali est en position de force, et ça, c'est une mine d'or qu'il faut peut-être exploiter, comme confrère Kourouchi vient de le dire. Peut-être que en souterrain, les discussions aussi officieuses vont continuer, et on espère que le Mali sortira gagnant, parce que c'est le Mali qui est vraiment en insécurité. Et moi, mon souhait, c'est vraiment que la sécurité revienne pour que nos populations puissent aller cultiver. C'est une question de paix, c'est pas des questions. Après tout ça, on continuera à travailler sur l'insécurité. Ça, c'est la question. Le débat n'est pas terminé, en tout cas. Ouais. Espérons que. Mais désormais, il ne faut pas l'amener, pas amener quelqu'un d'autre. D'accord. Ok, merci en tout cas, merci à nos deux invités, Monsieur Kourouchi Cissé, du bi-hebdomadaire Mali Tribune. Et c'est mon apprenti aussi. Et Monsieur Bourema Soulo, cette émission que j'ai eu l'immense privilège, en tout cas le plaisir de vous la présenter. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine et restez connectés sur les différents programmes de la chaîne TEM1, la télé qui vous allume. Merci.